Vous êtes très en forme pour un samedi matin. On est ravis de vous voir déjà si nombreux pour cette toute première séance de rencontre et de masterclass. Et pour la première fois au Théâtre du Nord, je voudrais vraiment remercier David Bobet et toutes les équipes du Théâtre du Nord pour avoir accepté de nous accueillir cette année pour toutes les séances parlées du festival. On est confortable, c'est magnifique, ce lieu est vraiment splendide. On est très heureux et c'est vrai que c'était pas facile de faire coordonner nos calendriers du spectacle vivant avec celui d'un festival. Et là, on a réussi cette année. Merci vraiment à tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci le Théâtre du Nord. Alors, je suis avec Perrine Kennesson et je suis obligé de regarder ma fiche pour dire elle est journaliste, figurez-vous, dans le Cercle Série, Filmo TV, le film français, Binge Audio, Cinématiseur, 3 couleurs, par exemple, mais il y en a d'autres. Et c'est Perrine qui va donc modérer cette rencontre très attendue avec notre première invitée d'honneur de cette année, qui est une très talentueuse actrice française qui a été révélée dans les années 80, notamment, on en reparlera, par Roger Vadim. Mais pour ceux qui accusent mon âge et qui étaient à l'époque dans les salles avec 3 hommes et un couffin, qui était, vous ne le savez peut-être pas les plus jeunes, mais 10 millions d'entrées, je crois un des plus grands succès du cinéma français, multi-primé au César. Elle a tourné ensuite avec des grands cinéastes internationaux, notamment Andrzej Wajda. Elle a retrouvé Colin Serrault plus tard. Et on l'a vu évidemment dans 10% en 2015. Et bien sûr, c'est aujourd'hui la Parisienne, vue par les internationaux et notamment les Américains, avec son personnage culte pour lequel vous êtes tous là, j'imagine, de Sylvie Gratton dans Emily in Paris. Merci de faire un triomphe à Philippine Leroy-Beaulieu. Je vous laisse. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci. Bonjour Philippine. Bonjour. Ça va ? Ça va. C'est beaucoup de bon matin, merci. C'est agréable de bon matin. Enfin, ouais. Voilà. Sur scène. Donc bienvenue à Lille, bienvenue à Sérimania. Vous étiez déjà venu un petit peu ? Non, c'est ma première fois et je suis extrêmement contente. Voilà, c'est un très beau festival qui ne va que grandir à mon avis. Donc bravo à tous, bravo à ceux qui l'organisent et bravo au public qui vient. Merci d'être là si nombreux pour la création des séries. Donc Philippine, bien sûr, on va parler d'Emily in Paris. Ça serait un peu étrange de passer à côté. Mais revenons un petit peu peut-être au début de Philippine, au début de la carrière de Philippine, qui a commencé avec Roger Vadim. Et Roger Vadim, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même le réalisateur de Et Dieu créa la femme. Vous avez joué en 82, enfin c'est sorti en 83, Surprise Party. Je crois qu'on a une petite image de vous dans Surprise Party, avec qui va arriver, sûrement. Avec Christian Vadim. Oui, avec Christian Vadim. Ouais. Avec Christian Vadim. Voilà. Elle est pas mignonne ? Si. C'est de la préhistoire, ça. Hein. Mais oui, non, c'était incroyable parce que c'est vrai que j'étais une toute jeune actrice. Je commençais à peine le cours Florent à l'époque. Et voilà, je me suis retrouvée à faire un casting pour Roger Vadim. Et c'est vrai que tout le monde regardait de très très haut Roger Vadim parce que c'était un metteur en scène très, très commercial. Mais c'était difficile de refuser quelque chose comme ça parce qu'effectivement, il a un passé incroyable, avec des films incroyables, avec des actrices incroyables qu'il a fait tourner. Donc, quand on est toute jeune et toute innocente, on trouve ça assez fantastique d'être choisie par un homme comme ça. Voilà. Et vous l'avez dit, vous étiez encore un peu au cours Florent. Enfin, qu'est-ce qui vous a déjà donné envie de vous lancer dans le cinéma ? Pourquoi l'actorat, c'est ce qui vous a attiré ? Bon, on va faire simple, j'ai un père acteur. Oui, c'est vrai. Bon, alors c'est la raison évidente. Après, on sait tous que quand on a un père acteur, donc qui est en train de être regardé par les autres et qui est souvent absent, on a envie que notre papa nous regarde. Donc, on va faire la même chose que lui. On va aller faire ce qu'il fait, c'est-à-dire on joue. Et voilà, je pense que la raison de base, elle est là. Ça vient toujours de choses très profondes. Et puis à la fin, on adore ça, en fait. Finalement, on se prend au jeu. On se prend au jeu, oui. Et
Et vous avez peut-être mieux compris, je dis que vous étiez un peu absent, vous avez mieux compris une fois que vous étiez actrice finalement, votre papa? Je l'ai mieux compris, j'ai mieux compris l'attrait qu'avait ce métier, et puis l'amusement que c'était, parce que ce ne sont que des aventures humaines qui se succèdent, toutes différentes les unes des autres, alors c'est fantastique, puis c'est une exploration de l'être humain aussi. Et ça, je crois qu'après, c'est ce que j'ai vraiment compris qui m'intéressait, c'était que... J'ai compris assez jeune, en fait, je devais avoir 18 ans. Hein. C'est que d'explorer ce que c'était un être humain dans toute sa diversité, c'était formidable. Voilà, c'est essayer de comprendre qui nous sommes tous et en tant qu'individus. Et je crois que voilà, c'est ça qui m'a attirée. Et vous l'avez dit, commencez avec Roger Vadim, qui est quand même, encore une fois, un grand nom. Vous gardez quoi de cette expérience, de cette première expérience de cinéma? C'était parce que vous avez l'un des premiers rôles du film, clairement. C'était une colonie de vacances. C'était une colonie de vacances. Je me souviens qu'on avait tourné dans un hôtel à Amboise où on a mais détruit l'hôtel pendant 1 mois et demi. Oui, des rockstars en fait. Des rockstars. Des rockstars, très bien. On sortait les lits des chambres, on mettait les affaires des gens dans les piscines, on dansait sur les tables, on ouvrait la cuisine en pleine nuit pour aller manger. Enfin bon, on faisait n'importe quoi. C'est un peu ça, c'était un peu la colonie de vacances avec un plateau de gamins, quoi. Complètement fou dans les années 80, donc à une époque en plus qui était d'une immense insouciance. En restant dans les années 80, bien sûr, on arrive à un film, j'ai envie de dire culte, clairement. Frédéric en a parlé tout à l'heure. De quel film je vais parler, à votre avis? La rencontre avec Colin Serrault. La rencontre avec Colin Serrault, exactement. Donc avant de montrer un extrait de 3 hommes et un couffin, déjà, dites-moi comment vous avez rencontré Colin Serrault. J'avais rencontré Colin Serrault pour un autre projet qu'elle n'a jamais fait, qui s'appelait Jova, qui était un film muet, qui était entièrement mimé, qu'elle n'a jamais réalisé. Et Colin vient du cirque, enfin aussi, entre autres, parce que Colin a énormément de cordes à son arc. Et elle a fait beaucoup de cirque avec Annie Fratellini. Donc à une époque, elle voulait faire un film muet avec des acteurs qui étaient un peu très, très physiques. Et je me souviens qu'on avait fait des essais... dans la nature, où elle nous faisait faire des roulades, des machins, des trucs. C'était très 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 beau. C'est l'histoire d'une princesse avec une mère qui était une servante dans un royaume et qui devait s'enfuir parce qu'en fait elle avait eu cet enfant avec le roi et que toute une espèce de conte de fées incroyable. Et elle a jamais réussi à faire ce truc-là. J'ai encore le scénario parce qu'il y avait quand même quelque chose d'écrit, sans dialogue, mais il y avait une c'est histoire collector écrite. maintenant en fait. Ouais. Enfin, voilà. Et puis voilà, il y a eu 3 hommes et un couffin. Elle m'a appelé à une époque où tous les hommes à qui elle proposait 3 hommes et un couffin refusaient les rôles parce que voilà, ils comprenaient pas le film. Alors que quand j'ai lu le scénario, moi je hurlais de rire immédiatement. Et bon, après en plus j'étais vraiment ravie de travailler avec elle, donc de toute façon j'aurais jamais refusé. Mais quand même le scénario était très très drôle. Et voilà. Mais après voilà, le reste c'est 3 hommes et un couffin avec un succès qui a été la récompense du travail de Colin, qui était magnifique, quoi. Mais justement, on va regarder un extrait et vous parlez vous avez trouvé ça très drôle, mais je trouve aussi que c'est même assez moderne en réalité, 3 hommes et un couffin, sur ce que ça raconte, et notamment sur la position de la mère. On va regarder un extrait là tout de suite, si ça vous va. Oui. On pourra le commenter ensemble. Avec grand plaisir. Il est là, Jacques? Parce que moi, ça va pas du tout. Je m'en sors pas, je suis toute seule. Jacques! Jacques, nom de Dieu, viens! Non, parce que moi, j'ai qu'un studio, j'ai des horaires, c'est n'importe quoi. Là, je viens de faire 4 jours de photos, et chaque fois, on a fini. Mon vieux, moi, j'expliquais, là, je viens de faire 4 jours de photos. Oui. Et les 4 fois, on a fini à 3h du matin. Oui. Comme elle se réveille à 5h, tu vois un peu ce que j'ai dormi. Oui, bah oui, je sais, parce qu'après le bilan de 5 heures, ça commence à 8 heures. Sans compter que les babysitters jusqu'à 3h du mat, bonjour le tiroir caisse. Puis les babysitters, c'est pas la joie. Ils couchent pas les mômes, ils les laissent traîner à moitié à poil. C'était toi, les fleurs. Je l'aurais étranglé, le mec. Non, je te dis, je m'en sors pas. Mes parents, je suis fâchée avec eux. Puis d'abord, ils sont en Bretagne, et puis ils s'en foutent de moi. Là, moi, il me faudrait l'emmener au square. Et puis... Ça, c'est sûr que pour l'emmener au square, faut le temps tous les jours, faut le temps, faut le trouver, faut le temps. Mais moi, je suis obligée de bosser parce que j'aime ça, puis il me faut du fric. Mais pour bosser, il faut faire garder la petite. Pour la faire garder, il faut du fric. Alors moi, je cavale toute la journée et je suis pas sûre que je m'en occupe bien. Mais si, vous vous en occupez bien. On sait ce que c'est, faut pas pleurer. Elle est en pleine forme. Non, mais là, je craque parce que ça fait 4 nuits que je dors pas. Je sais pas ce qu'elle a, elle doit faire ses dents. Mais moi, j'y arrive pas. Mais c'est rien du tout. Elle fait une petite dent.
Faut lui mettre du sirop de la barre. Elle nous a fait le coup à nous aussi. On a perdu tous nos copains pour une dent en une soirée. Vous avez vu la gueule que j'ai? Au plus vouloir de moi pour les photos avec cette gueule-là. Qu'est-ce que je vais faire s'ils me veulent plus pour les photos? Mais vous êtes très bien. Faut dormir un peu, à votre âge tout se répare. Dormir, d'accord, mais quand? Mais vous nous laissez la petite quelques jours, le temps de récupérer. Nous, on a l'habitude, pour nous, c'est rien. C'est vrai, je peux vous la laisser un peu. Mais bien sûr, tu nous la laisses, tu reviens quand tu veux. Tu te reposes. J'aime ces affaires pour quelques jours. Elle a pas faim, là? Si, c'est l'heure du biberon, il est tout prêt dans le sac. Je vais faire chauffer l'eau. Oui, c'est vachement touchant de voir ça. Ah oui, c'est la fin du film. Ça se termine, ils partent dans la cuisine préparer le biberon pour la petite et quand ils reviennent, je suis dans le salon et je dors dans le lit du bébé. Et ça se termine comme ça, ce film. Non, mais c'est assez. Déjà, vous êtes toute mignonne. Au bord de là, on a envie de vous prendre dans les bras. Mais en plus, il y a quelque chose de très moderne. On voit bien que ces trois hommes qui sont obligés d'être à trois pour finalement faire le travail de vous toute seule. Et en plus, il n'y a pas de jugement sur cette mère qui est dépassée. C'est quand même assez joli, finalement, pour les années 80, de montrer un portrait de femme comme ça. Oui, mais Colline a toujours été un peu en avance sur son temps. Enfin, on le sait, même les films d'après, quand elle a fait La Belle Verte, quand elle a fait des films comme ça, elle a toujours été très en avance sur son temps. Et oui, c'était moderne, en même temps, on ne se posait pas la question comme ça. C'était la question qui était posée, c'est effectivement, est-ce qu'un homme peut faire le même travail qu'une femme? Ben non, effectivement, il en faut 3 pour une. Et puis... Et puis Je sens qu'il y a des applaudissements qui veulent partir. Et puis, effectivement, c'est ça. Il y avait tout un autre questionnement qui était comment est-ce qu'on peut avoir un enfant quand on fait un travail de représentation, parce que dans l'occurrence, mon personnage était mannequin et du coup, il fallait cacher qu'elle avait un enfant parce que sinon, on ne l'aurait pas engagée. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et puis le célibat des 3 garçons, qu'est-ce que ça représente, cette solitude de ces 3 garçons qui vivent finalement avec, chaque soir, ils ramènent une fille différente et en fait, ils sont très, très seuls. Et ce qui va combler leur vie, c'est cette petite qui débarque dans leur vie parce que je leur ai laissé sur le palier au début du film. Donc oui, il y a toute une chose... mais voilà, c'était un film... Quand je revois cette scène avec cette musique derrière, c'est-à-dire la poésie de Colline, c'est incroyable. Il faut savoir quand même qu'on a refait la prise où je pleure 40 fois. Colline, elle est un peu spécialiste de ça. Il y avait une autre scène où je m'approchais du bébé, mais après, dans tous les autres films que je fais avec elle, c'était toujours pareil. 70 fois des prises. Enfin, il y a des trucs... Et quand on pleure, et à un moment, on n'arrive plus à pleurer, elle vient, elle vous dit un truc dans l'oreille, et ça repart, parce qu'évidemment, elle dit un truc bien senti. Et voilà, non, c'est un souvenir exceptionnel pour moi. Et ça a été une énorme rencontre. C'est ma maman de cinéma, Colline, en fait. Et puis c'est intéressant de voir aussi que d'habitude on voit plutôt des femmes à moitié dénudées et là on a 3 hommes à poil. Ça aussi c'est bon, moderne. Et en plus très drôle, tous les 3 exceptionnels, quoi. C'est vraiment des acteurs incroyables. Non, c'était une chance folle de faire ça. Ça a été vraiment une vraie bénédiction de faire ce film. Mais on l'a dit, plus de 10 millions d'entrées, plein de nominations au César. C'était un très gros succès à l'époque. Vous, nomination du César de l'espoir féminin. Enfin, vous aviez quoi, début de vingtaine d'années à l'époque. Comment on réceptionne un tel succès ? En fait, on ne réceptionne pas trop mal, sauf qu'après, toutes les propositions qui viennent vont se ressembler. Après, on essaie de vous tirer vers des choses moins bien. Donc là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Roger Planchon m'a demandé de faire du théâtre. Et du coup, j'ai pu glisser vers autre chose très vite. Et j'ai fait... avec Roger, j'ai fait l'Avare avec Michel Serrault et Annie Girardot, et ça a été une immense chance parce que je me suis retrouvée complètement dans autre chose. Et
Et ça m'a amené à des projets comme le film de Vajda, Les Possédés, des choses comme ça, à cause de Roger. Et ben là aussi, Roger, c'est mon papa de théâtre. Voilà. Colline, c'est ma maman de cinéma. Et Roger, c'est mon papa de théâtre. Il m'a appris énormément de choses. Ça a été voilà, une rencontre aussi colossale. Et donc, vous avez eu l'impression qu'on vous enfermait peut-être au cinéma dans certains rôles après ? Bon, ça arrive à tous les acteurs tout le temps. Dès qu'il y a un succès quelque part, on essaie de répéter. Alors que, voilà, là, typiquement, avec Emily Paris, pareil, il faut que je fasse très attention à ce qu'on me propose, parce que c'est, il y a des Sylvie bis qu'on essaie de me proposer, alors que, bon, il faut surtout pas les faire. Non, il n'y a qu'une Sylvie. Il n'y a qu'une Sylvie. Il n'y a qu'une Sylvie Gratton, on est bien d'accord. Mais juste... Non, mais oh. En fait, elle est habitée par Sylvie Gratton. Mais total. On va y arriver à Sylvie, on a plein de choses à lui demander à Sylvie Gratton. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait pas mal de comédies. Vous parliez de Colline Serrault, donc avec Trois hommes et un couffin. La Belle Verte aussi. J'ai noté 9 mois de Patrick Braoudé, par exemple. Hercule et Sherlock, moi que j'ai vu, que j'avais adoré. Parce qu'il y a des chiens. Vous faisiez partie des enfants dans la cour d'école. Voilà, c'est ça. Tous les copains de ma fille qui m'adoraient à cause de ça. Ah ouais, non, mais il y avait les chiens. Enfin, oui, les chiens. Oui. Et La Voix est libre, par exemple, de Stéphane Clavier. Je crois que j'avais mis plusieurs photos les unes à côté des autres, mais c'est de la comédie. Est-ce que vous vous sentez bien dans le registre de la comédie? Parce que c'est aussi pour ça qu'on vous connaît. Si on pense à Emily Paris, on pense même à 10%, la comédie, ça vous connaît. En fait, moi j'ai grandi en Italie, parce que quand j'avais 3 mois, mon père est parti vivre en Italie. Et donc, j'ai grandi là-bas. Et j'ai grandi là-bas à une époque où il y avait... déjà, les Italiens sont des gens qui ont beaucoup d'autodérision. Et c'est pour ça que je les adore. Et c'était la comédie italienne de l'époque était vraiment c'est foisonnante. Moi, j'ai grandi dans une atmosphère d'humour, mais d'humour à l'italienne, c'est-à-dire l'autodérision, l'humour jaune, même parfois même noir, jaune, vert, enfin pas forcément coloré. Oui, mais coloré comme ça. Voilà. Et du coup, je me sens très bien là-dedans. J'aime aussi vraiment totalement autre chose, hein, mais je me sens bien là-dedans parce qu'il y a ce recul. La tragédie poussée à l'extrême, ça devient de la comédie, et j'aime ce concept-là. C'est-à-dire, si effectivement on pousse quelque chose de tragique jusqu'à sa limite, on arrive à la drôlerie. Et rire rire des choses les plus noires de la vie, c'est la chose qu'il faut faire. C'est de la santé, c'est une histoire de santé mentale. Donc oui, je me sens bien là-dedans. Ouais. Mais encore une fois, hein, j'adore autre chose aussi. Hein. Oui, non, mais j'en ai sous ma manche encore un petit peu. Mais ce que c'est intéressant, c'est que quelqu'un est venu vous chercher aussi pour le registre de cette comédie, pour une série notamment. Un certain Cédric Clapiche et Fanny Herrero pour 10%, où vous jouez la femme trompée de Mathias. Et là, je suis pas drôle du tout. Je fais même la gueule pendant toute la série. Et attendez, parce que là, j'ai un petit extrait. Moi, au contraire, je trouve très drôle dans cet extrait de 10%, parce que vous ne laissez vraiment pas faire. Et on sent déjà un petit peu la Sylvie Gratton en vous, mais vous ne laissez vraiment pas faire dans cet extrait. Et vous êtes très drôle, à mon avis. Mais il est quelle heure? 9h pile, comme on s'était dit. Tu me sers un café? Il n'y en a plus. Ça va? Oh, hyper bien. C'est la fête. Bon, tu veux récupérer quoi? Vas-y, hein, prends, je m'en fiche. Pardon, mais je comprends pas très bien. Au téléphone, tu semblais ouverte. Tu disais que tu voulais parler. J'ai dit ça, moi. Tiens, si tu pouvais faire ton changement d'adresse, ça nous soulagerait. Enfin, certainement pas. Je vais pas changer d'adresse, Catherine. Enfin, on n'en est pas là. Est-ce qu'on peut passer à la phase suivante, s'il te plaît? J'ai commis une faute grave il y a 24 ans. Tu m'as puni, tu avais raison. Je t'ai demandé pardon des dizaines de fois. Ça suffit maintenant, tu crois pas, non? Ouais, je suis d'accord. Ça suffit. T'as l'air de bien t'amuser, je vais surtout pas t'en empêcher. Mais pourquoi tu dis ça? Oh, les connards! Ah, tu m'as fait peur. Ah oui, c'est drôle. Je suis son agent, je suis pas son amant, Catherine. T'es bien placée pour faire la différence.
Ce que je sais pas, moi. Bah, sois pas ridicule, ils sont en train de se séparer avec Ramsey, elle m'a demandé de l'héberger, c'est tout. Et tu vois, c'est ça le problème. Je te crois plus, j'y arrive plus. C'est la vérité, Catherine. Mathias, c'est quoi la vérité? C'est quoi après 24 ans de mensonges? Non, s'il te plaît, pas. Arrête. Je peux plus. On va divorcer, Mathias. Il est vilain, le Mathias. Il est pas sympa, le Mathias, mais Non, vous il l'avez est bien vilain. recadré. Non, mais je l'adore, Thibaut, mais il est vilain, le Mathias. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un personnage, en effet, qui pourrait être un peu mal aimable, un peu difficile, un peu dur, mais en même temps, je le trouve particulièrement touchant et drôle. Quand vous arrivez, que vous renversez le café en disant c'est bon, il n'y en a plus. Moi, je trouve que c'est Mais quand en même fait- de la comédie malgré tout. Ouais, j'ai pas peur des personnages qui sont pas aimables, en fait. Je pense que les gens les moins aimables, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'amour. Alors en fait, on se demande qu'est-ce qu'ils ont comme blessure au fond d'eux. Et je trouve ça très intéressant d'aller regarder ces personnages. Voilà. Catherine, ouais. Ce qui m'a agacée, c'est qu'à la fin, elle se prenne pas une putain de revanche, mais vraiment une revanche, quoi. Et je leur avais dit, mais putain, elle pourrait se manger quand même à la fin. Vous pourriez lui faire un truc où, quand même, bon. Mais j'ai adoré. C'était vraiment ça a été, comme je l'ai déjà dit. C'est vrai que Cédric m'a un peu sorti de la tombe parce que c'était un moment où je travaillais presque plus, très très peu. Mais comme je suis très têtue, je n'allais pas planter des choux, mais j'en avais un peu envie, hein, quand même. Il y a De un moment. partir dans le Larzac élever des chèvres. Ouais, un peu. Ouais. Il y a un moment, on se dit, après quoi on court, mais voilà, j'ai bien fait de ne pas y aller, en fait, finalement. Finalement, c'était bien senti. C'était pas mal. Mais oui, vous le dites, votre carrière, elle c'est jamais. Vous avez toujours tourné, c'est pas, vous faites du théâtre, mais vous le dites, vous l'avez dit sur France Inter la dernière fois, vous parlez d'une forêt à traverser. Comment maintenant, avec le succès de 10%, le succès d'Emily in Paris, vous regardez cette période-là? Ça a été super enrichissant. C'est super enrichissant de traverser des moments difficiles. C'est très enrichissant. Les obstacles sont absolument un cadeau de la vie, en fait. Dès lors qu'on les prend comme des cadeaux et pas comme quelque chose qui veut nous détruire, mais comme quelque chose qui veut nous faire grandir. Et moi, j'étais très têtue, même dans les moments où j'étais très, très malheureuse, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à gagner de ça. Donc, je regarde cette période avec gratitude. Ça a l'air con, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, Catherine, comment il est venu vous chercher, en fait, Cédric Clapiche, pour jouer Catherine Berneville? Rien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi il vous a désiré, vous, pour être Catherine Berneville? Ça, il me l'a jamais dit. Je vais lui poser la question, puisqu'il est là. Mais bah oui, non. parce que cet après-midi, il est en masterclass, on pourra lui poser la question. Voilà, demandez-lui. Non, je sais pas. On a fait un casting avec Thibaut, qui est venu me donner la réplique. Et on a joué une scène et on s'est beaucoup amusé. Et puis voilà. Et ça s'est passé et ça a été. J'étais mais vraiment tellement contente. Ça a été une vraie joie. D'autant que Cédric, je le connais depuis que j'étais au lycée, puisqu'il était l'ami de mon fiancé quand j'étais en terminale et que je le connais depuis très très longtemps. Donc ça a été voilà, c'est une immense joie, comme vraiment profonde, quoi. Mais c'est vrai qu'on parle de série. Quand on parle de série avec vous, on pense à 10% en premier. Oui, Emily in Paris. Mais on pense à 10% en premier. Mais en vrai, vous avez quand même commencé aussi votre carrière par la série. Parce qu'on a parlé de Surprise Party tout à l'heure, mais après Surprise Party et avant 3 hommes et un couffin. L'amour en héritage. L'amour en héritage. Attention. L'amour en héritage. Attendez, je crois que j'ai une photo, mais j'ai aussi de la musique. Ah oui, ça, oui. Ah bah si, quand même. Quand même, Nana Mouskouri. Ah bah, c'est pas n'importe qui. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigares. La folie et le génie. Je sais pas trop si le karaoké, il y a un karaoké de générique de série. Ah si, mais je sais pas trop si on pourra le chanter parce que moi j'aimerais bien quand même. Pousser mon petit Nana Mouskouri à moi, ça me plairait bien. Mais ça c'était une aventure incroyable. Voilà, ça c'était mon premier truc avec les Américains. Exactement. Bah oui. Voilà, parce que c'était une série adaptée de Il y avait une actrice. Judith Krantz.
Ouais, alors elle était incroyable. Elle écrivait des romans de gare. C'était une petite dame comme ça, avec des tailleurs Chanel roses et des cheveux violets. Elle était complètement lunaire, mais incroyable. Mais il y avait une actrice il y avait Stacy Keach, bon, incroyable acteur de John Huston, mais il y avait surtout Lee Remick, qui était une actrice de Hitchcock, qui jouait ma belle-mère. Moi, j'étais hyper impressionnée par elle, parce que bon, quand même, là, j'étais face à un monument. Et puis, ça a été une aventure de tournage extrêmement agréable, parce qu'on était dans le sud de la France, dans le Luberon. Ce que vous appelez Fauve Mistral. Je m'appelle Fauve Mistral. Ça donne une petite indication géographique, Fauve Mistral. Ouais, c'était encore un personnage sobre. Hein. On avait du brushing quand même, on était... Ah ouais, on avait du cheveu. On avait du cheveu, ouais. Bah, il y avait années 80 et le personnage, quoi. Ouais, mais c'était super. C'était super, c'était un truc extrêmement populaire et moi j'avais un peu honte parce que je trouvais que c'était un peu trop à l'eau de rose. À l'époque, j'étais quand même très très snob et je pensais que c'était pas très bien. Comme tous les jeunes, non, un peu. Ouais, quand on a 20 ans, parfois on se dit même quand on faire... vieillit, mais bon, voilà, j'ai essayé de me calmer après. Mais en fait, non, mais en fait c'était voilà. J'ai rencontré des gens dans la rue, ils chantaient tous cette chanson. Voilà, quand j'allais acheter mon fromage, ma fromagère qui chantait. Enfin, je trouvais ça super joli. En fait, il y avait quelque chose de très très populaire. Ah oui, puis c'est un multi-rediffusé, c'est encore maintenant. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. En fait, vous êtes Fauve Mistral dans le monde entier pour toujours. Fou. La petite fille, si je dis pas de bêtises, de Timothy Dalton dans le film. Enfin, non, oui. Si. Et la fille de Stacy Keach. Ouais, voilà. Non, mais Timothy Dalton, vous êtes la petite fille dans James Bond. Ouais. Oui, quand même. Ouais, voilà. Quand même. Pédigré, attention. Joli pédigré. Non, c'est pas mal. Clairement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit, c'était votre première aventure américaine, mais vous avez eu une carrière avec pas mal de cinéastes étrangers, parce que vous avez parlé d'André Vajda tout à l'heure, en effet avec Les Possédés, mais il y avait aussi, j'ai noté, alors attention, parce que je relisais ma fiche sur l'amour en héritage, mais oui, les paroles de Pierre Delanoë, Vladimir Cosma, enfin on est quand même sur... on est sur du lourd. On est sur du lourd. Non, mais vous avez trouvé pour André Vajda, mais aussi Michele Placido pour Un héros ordinaire. Vous avez trouvé dans Love et autres petits désastres avec Brittany Murphy. Ouais. Où d'ailleurs vous jouiez la rédactrice en chef d'un magazine de mode. Vogue. Ouais. Vogue, rien que ça. En fait, Anna Wintour, la version française d'Anna Wintour. Ouais, c'est ça. Un petit peu, voilà, on la voit. C'était une pré-Sylvie. C'était une Sylvie préhistorique en fait. C'est une pré-Sylvie. C'est c'est comme certains arts, c'est juste avant. Proto-Sylvie. Proto-Sylvie. Voilà, on est sur une proto-Sylvie. C'est ça. Mais donc c'est intéressant, vous avez très vite et assez, vous avez joué pour Robert Altman aussi. Oui, ça c'était minuscule, mais je me suis beaucoup amusée. Oui, mais ça c'était vraiment. Ouais, mais quand même, le film était à Cannes, donc pas n'importe quoi. Mais vous avez intéressé beaucoup de cinéastes étrangers. C'était un désir de carrière internationale déjà assez tôt, parce que c'est assez tôt que ça a commencé. En fait, ayant grandi en Italie, dans un milieu qui était totalement polyglotte, parce que l'Italie à l'époque, en plus mon père était acteur, c'était une plateforme de gens qui venaient de partout. Enfin, pour ceux qui savent, l'Italie dans les années 60-70, c'était vraiment le berceau du cinéma, avec Hollywood. Voilà, c'était le berceau européen. Du coup, il y avait un passage incroyable de gens très très différents qui venaient de partout. Et du coup, j'ai toujours été habituée à être en contact avec des gens qui venaient de partout. Moi, j'ai pas voulu me retrouver avec des gens. Enfin, j'ai ni voulu ni pas voulu. C'est-à-dire, ça s'est présenté parce que je pense que je pouvais attirer ça, parce que j'ai une façon d'être et de faire qui est pas forcément purement sur sang française dans ma manière d'être, quoi. Mais même si j'ai un nom super franchouillard, ça c'est sûr. Mais voilà. Et donc, du coup. Ça s'est passé de manière très naturelle. J'ai pas cherché. Mais je suis intéressée en fait par ce que les autres ont à raconter ailleurs. Je suis intéressée par notre culture, par les cultures des pays qui nous entourent, partout. Donc en fait, oui, j'ai la chance de parler quelques langues, donc pouvoir tourner dans d'autres langues, ça c'est aussi top, quoi, en fait. Et vous parlez italien, j'imagine. Je parle italien, je parle espagnol, je parle portugais. Ah, il y en avait beaucoup. Non, pas chinois, il y a des trucs que j'aurais bien aimé parler que je ne parle pas. Non, mais justement, vous m'avez vu venir, vous parlez de première expérience américaine avec L'amour en héritage. On arrive à l'expérience américaine actuelle. Mm-hmm. Une certaine Emily in Paris, surtout un certain Darren Star. Darren Star qui,
pardon du pédigré, mais Darren Star a juste créé Beverly Hills, Sex and the City et Melrose Place aussi. Je crois que vous aimez bien Melrose Place, ou je me trompe? En fait, j'avais pas vu Melrose Place avant de travailler avec Darren. Et non, bah non, parce que ça passait à la télé et moi je suis pas devant ma télé tous les mercredis pour regarder j'ai pas ce genre de fonctionnement. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs pouvoir binger parce que je trouve ça plus simple. Mais en fait, je l'ai regardé l'année dernière pendant le tournage de la saison 3. Au début, juste avant le tournage, et puis pendant le début du tournage, je me regardais. Il y a quand même, je sais pas combien d'épisodes, parce qu'il y a les 4 saisons qu'il a écrit, il y a au moins 30 ou 30 épisodes par saison. Enfin, c'est un truc fou. Donc, j'ai passé beaucoup de nuits à regarder ça. Mais ce qui est incroyable dans cette série, qui démarre comme vraiment un truc à l'eau de rose, un sitcom à l'eau de rose, c'est que ça devient de jeunes qui vivent dans cet immeuble sur Melrose, ça devient comme une bande de psychopathes au bout de 4 saisons, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable comment il arrive à retourner, passer du sitcom à l'eau de rose à une espèce de truc qui et voilà. J'ai compris un truc de Darren que j'avais moins vu dans Sex and the City, mais qui est aussi une série assez incroyable. La force de Darren, c'est que ça a l'air de rien. Alors c'est pour ça qu'on peut balayer et dire ouais, mais c'est un peu con quoi quand même ce truc. Mais en fait non. En dessous il se passe plein de trucs. Et il a une manière de distiller les choses qui, pour moi, ça relève vraiment du génie quoi. Parce que voilà, ça a l'air de rien. C'est d'une légèreté absolue. Mais en fait, il nous raconte plein de trucs. C'est une fausse légèreté. Je voulais parler aussi de Melrose Place parce que la semaine prochaine, Marcia Cross sera là. Ah, vous avez trop de chance. C'est la vraie méchante de Melrose Place. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle arrache ses perruques. C'est incroyable. Mais donc, si jamais vous avez un petit mot à dire à Marcia Cross, on pourra lui transmettre. Marcia Cross, I love you so much. Voilà, je sais que la personne qui anime la masterclass est dans la salle, donc on pourra transmettre l'information à Marcia Cross. Philippine Laura Beaulieu, love her so much. Donc, Darren Star, comment est-il arrivé vers vous? Comment il est venu vous chercher, ce Darren Star? C'est pas lui qui est venu me chercher, quand même. Non, c'est notre casting, Juliette Ménager, qui m'appelle un jour en me disant écoute, il y a quelque chose là, mais c'est pas pour toi, t'es beaucoup trop vieille. Mais si tu veux lire les scènes. Non, pas ouch. Moi, je suis une réaliste. Il y a pas. Enfin, bon, quand même. Non, mais la preuve. Le reality check, il faut le faire en permanence parce que sinon, c'est pas la peine. Mais lis quand même parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça te ressemble. Je lis, je dis t'as l'impression évidemment que je peux le jouer, ça. C'est quelque chose de moi. Alors quelque chose de moi qui est pas là en permanence, mais qui est là de temps en temps, que Juliette connaît un peu, et puis surtout qui a à voir avec mon enfance, ma mère dans la mode, ma mère un peu. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Il y a des choses d'elle, il y a des choses de toutes ses amies, etc. là-dedans. Et quand j'ai lu ces scènes, je me suis dit évidemment, je connais quoi. Donc elle m'a dit viens faire les essais. Donc on a fait les essais. Et puis j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 mois. Je pensais que c'était fichu. Et puis en fait, il y a eu un callback. Et là, j'ai commencé à avoir le trac, parce qu'autant j'avais pas le trac pendant 2 mois, je me suis dit, laisse tomber, comme d'habitude, c'est on tourne les pages. Et puis non. Et puis ça s'est passé. Et là, j'ai vraiment eu le trac, parce que je me demandais c'était un gros machin quand même. Je sentais pas le succès qui allait arriver, c'est pas du tout, parce qu'en plus à l'époque, on n'avait même pas Netflix comme plateforme. On était sur une petite chaîne de câble américain, enfin petite. On était sur Paramount TV, mais ça voulait dire que ça allait pas être mondial, ça allait être américain, et puis chaque territoire allait trouver sa chaîne. Donc c'était pas du tout une exposition comme celle qu'on a eue. Mais après le tournage de la saison 1, pendant le montage, il y a eu Netflix qui est rentré dans l'histoire, et du coup, ça nous a donné cette exposition. Mais donc, on ne savait pas qu'il y aurait une telle réponse, quoi. Mais en fait, je sentais quand même que j'avais affaire à quelque chose d'important, parce que Darren, quoi. Parce que c'est un vrai auteur avec une vraie force. Donc. C'est une star de la série populaire, mais comme vous le disiez aussi, assez maligne en réalité. Ouais, mais voilà, je voudrais pas faire trop la différence entre, en fait, aujourd'hui, les séries, quand elles sont bonnes, elles sont populaires. C'est-à-dire, les gens vont les voir quand elles sont très bonnes, quel que soit quand l'écriture est bonne,
Et Darren, il a un style qui est le sien, qui on peut dire qu'il est un peu kitsch, on peut dire qu'il est pas, mais c'est un style qui est voulu. Parce qu'en fait, je pense, mais alors ça m'engage que moi, que c'est grâce à ce style qui fait passer tout ce qui fait passer. Donc moi, je ne balayerai pas ça d'un coup de revers un peu méprisant, parce qu'en fait, parce qu'il y a eu ça en France, hein, quand c'est sorti, la saison 1. Voilà, je pense que c'est une vue un tout petit peu superficielle de la réalité. En fait, la réalité, elle va un peu plus loin que ça. Et d'ailleurs, le public répond, oui, comme par hasard. Moi, la première, mais comment vous l'avez pris justement la réception française d'Emily in Paris? Il y a eu par moments quelques petits grincements de dents en disant c'est un petit peu trop cliché, c'est kitsch. Moi, ce Paris-là, je le connais pas, mais j'aimerais bien être dedans parce que ça a l'air quand même pas mal. Enfin, sauf les talons de douce sur les pavés. Mais sorti de ça, enfin, comment vous l'avez réceptionné? Les talons de douce sur les pavés, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est l'enfer. Et je sais pas, je fais pas. Mais en tout cas, comment vous avez réceptionné ce petit pincement de nez français? Je m'y attendais en fait. Ouais. Je m'y attendais parce qu'on touche à quelque chose d'important qui est notre culture, notre ville. On n'aime pas trop que les Américains viennent nous raconter. Ça, c'est quelque chose que voilà, il n'y a pas que Darren qui a souffert de ça. C'est arrivé plein de fois. Et aussi, je m'y attendais parce qu'on a une tendance à vouloir être dans le naturalisme, dans le réalisme, alors qu'en fait, c'est pas le ton, c'est un auteur. C'est-à-dire que c'est ça, j'essaie d'expliquer. C'est un auteur, donc il a le droit d'avoir une vision. C'est-à-dire une vision, une interprétation, il a le droit d'idéaliser Paris. Il a le droit de mettre des paillettes partout et des petites lumières partout et de faire comme il veut, en fait. Et mais je pense que ça vient ça vient du fait que quand les Américains touchent à notre culture, on a quelque chose d'ataviquement présent, quoi. En tant que Français, on n'aime pas que les Américains viennent toucher à notre culture. Voilà. On sort les boucliers, quoi. C'est là. Non, pas déconner quand même. Hein. Mais nous, on a le vin, messieurs dames. Et surtout, voilà. On aurait adoré qu'Émilie, avec ses talons de 12, mette son escarpin dans une crotte de chien, mais c'est pas arrivé. Voilà. Qui aurait été la vraie vie aussi. Après la saison 1, il y avait eu, au moment de la sortie de la saison 1, il y avait eu des mèmes qui circulaient qui me faisaient hurler de rire parce qu'il y avait l'affiche d'Émilie, c'était Émilie qui prenait en selfie devant la Tour Eiffel, devant machin. Et il y a eu selfie devant les poubelles, selfie devant les gilets jaunes, selfie devant les... Alors, c'était super drôle. C'était d'ailleurs, Darren, ça l'a fait hurler de rire parce que j'ai envoyé tous les trucs. Il était mort de rire, il trouvait ça génial. Et lui, il adore. De toute façon, il a une grande part d'autodérision. Il a énormément d'humour. Donc, tout ça le fait beaucoup rire. Je pense qu'il est temps de rencontrer Sylvie Gratton. On a envie de la voir. Ah la vache. She's amazing. She's amazing. Pierre Cardot just fired Savoie. I thought you said you were handling him. I convinced him to come to the event at your request. Now, if you want to blame someone, Madeleine, just blame yourself. That's it. I've been holding off because Emily assured me that you were worth the trouble, but this constant insubordination and disrespectful tone, well, it's just enough. I'm scheduling you for a 360 review in Chicago. Oh, let me save you the calendar space. I'm resigning. What? That's terrific. No, truly, merci beaucoup. You're making my job easier, and the office will operate smoother without you. The office is coming with me. What's this? We quit, all of us. Consider it a French Revolution. Wait, Sylvie, wait. Why are you doing this? Why didn't any of you tell me? This isn't personal, Emily. It's business. Oui, voilà, on applaudit Sylvie Gratton. A French Revolution. Il y a un talent maintenant, j'ai envie de faire ça partout dans la rue à chaque fois. Quand je m'en vais d'une pièce où on m'a agacée, it's a French Revolution. Ouais. Mais j'ai pas toujours l'écharpe. Non, on n'a pas toujours l'écharpe, c'est con. Pas toujours le... Ouais, c'est con. On peut faire ça avec le cheveu. Ah, mais vous le dites, vous êtes inspiré notamment de votre maman, mais est-ce que vous vous sentez proche un peu de cette Sylvie Gratton? Ah, mais il y a plein de trucs d'elle que... C'est marrant parce que je me sens proche et pas proche. Elle m'a appris beaucoup, étrangement. Darren, il écrit des rôles de femmes il donne beaucoup de force aux femmes.
Et la force de Sylvie m'a appris beaucoup sur ma propre force, et dont j'avais pas vraiment conscience. Comme quoi? Ma force. Enfin, Mais je veux dire, par rapport aux autres, sur s'imposer soi-même. Non, sur... la force, c'est pas forcément contre les autres, c'est Ah, non, un non, truc mais intérieur. Non, même ma force. Enfin, La force. C'est comme si. Ouais. La force. La force. On a l'impression qu'on est parti dans les Jedi, mais d'accord, la force, très bien. Non, mais c'est vrai, et c'est ça, je crois qu'au fur et à mesure que je la joue, en fait, il y a des choses d'elle qui rentrent en moi et des choses de moi qui vont en elle de plus en plus. En plus, Darren est en train de nous connaître mieux, donc il écrit de plus en plus pour nous. Évidemment, comme dans toutes les séries, quand on connaît nos acteurs, au bout d'un moment, on peut, enfin les acteurs, parce que j'écris pas. J'aimerais bien, mais et ben on écrit pour eux, et du coup, je sais pas, on me pose souvent cette question. Je pourrais dire ce qui ne m'appartient pas, qui est à Sylvie, c'est son snobisme, mais qui me fait pisser de rire. J'adore le faire parce que je suis trop jouissif. C'est ouais, une certaine arrogance protectrice, quoi. Qu'elle a. Je pense que toutes ces femmes qui, en plus à cette époque-là, l'époque de ma mère, je parle, mais en fait un peu aussi la mienne quand même, parce que je suis pas toute jeune quand même, c'était ce plafond de verre qu'il fallait percer, ça les rendait très... elles avaient toujours une lance à la main, quoi. Donc il y avait une certaine forme de positionnement comme ça, d'arrogance, de trucs qu'il fallait absolument mettre en place pour pouvoir se positionner, parce que c'était compliqué. Et Sylvie, elle a un peu de ça. Aujourd'hui, j'espère vraiment, avec beaucoup de force, que les femmes n'aient plus besoin de cette arrogance-là pour avoir des places de responsabilité, parce que c'est en fait, ça nous enlève quand même d'autres choses. C'est ce que j'appelle le mode rhinocéros. Voilà. Quand les femmes se font comme ça. Je le retiendrai. Mais bon, de temps en temps, on en a besoin. Hein. C'est des carapaces dont on a besoin. Et mais voilà, il y a des choses. Non, je lui ressemble et je lui ressemble pas. Et à part son arrogance et son snobisme, qu'est-ce qui est le plus amusant à jouer chez Sylvie Gratton? Bah tout ça. Ouais. Ah bah ouais. Bah, la garde-robe quand même. Ah oui. Ah non, mais si, c'est magique. Non, parce que vous avez fait beaucoup de films en costume, en vrai. Vous avez fait Les Fragonards, Les Possédés, enfin les Fragonards, pardon, Les Possédés, La Révolution française. Beaucoup de films en costume. Mais est-ce que Sylvie Gratton, d'une certaine manière, c'est pas un rôle en costume aussi? Parce que, mon Dieu, le nombre de robes que vous passez et qui sont sublimes. Totalement, c'est un film en costume. Ouais, voilà. Et donc, comment est-ce que le costume aide à rentrer dans Sylvie? Forcément. Il y a un postulat dans cette série depuis le début qui est un jour un costume. C'est-à-dire une scène un costume, on ne remet pas le costume. Ah oui, donc la mode, alors, on n'est pas dans le recyclage, quoi. What? Et en fait, oui, c'était comme ça. C'était le postulat de départ. C'était mis comme ça sur la table. Donc moi, je me disais, comment est-ce qu'on fabrique un personnage avec autant de changements? En fait, c'est compliqué. Et puis on a trouvé des constantes avec Marilyn Fitoussi. On a trouvé, qui est la costumière, on a trouvé des constantes sur Sylvie, et qui font qu'effectivement on peut changer de costume, ça reste toujours le même costume en fait, pour finir. C'est très amusant, parfois c'est un peu trop, parce que comme en plus on a les épisodes au fur et à mesure qu'on tourne, les essayages de costumes périodiquement, pendant le tournage, c'est des heures et des heures et des heures à passer. Alors c'est amusant et parfois épuisant aussi, hein, mais c'est amusant, évidemment. On va pas dire que c'est pas drôle, enfin c'est pas sympa de porter des belles robes et des belles fringues, bien évidemment. Même si parfois j'ai envie d'être en bottes en caoutchouc et d'aller main dans la boue, hein, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais voilà. Oui, c'est le côté un peu Sex and the City aussi, où elles avaient toujours des tenues et des chaussures incroyables. Un peu excessives. Ouais. Un peu excessives. Ouais. Et en même temps qui nous fait un petit peu, en tout cas moi, rêver, c'est sûr. Ça, c'est amusant. C'est-à-dire le fait qu'on soit pas du tout dans le réalisme. Nous, ça nous amuse beaucoup. C'est-à-dire, on essaye un truc, on dit, tu crois qu'elle peut aller au bureau comme ça? Bon, oui, elle va au bureau comme ça, on s'en fout. Truc, machin. Allez, on va au bureau comme ça, on s'en tape, etc. Et ça, c'est... Bon, voilà, ça, c'est... Parce que là, j'ai un très joli costume. Voilà, moi, j'adorais porter ça. Oh, c'est sobre. Non, alors, sur une échelle, Sylvie Gratton, c'est sobre, on est d'accord. C'est super sobre. Sur une échelle, moi qui vais dans le métro, moyen sobre. Moyen, ouais, d'accord. Moyen. Mais j'aime beaucoup. Très jolie. Alors justement, à côté, j'ai mis une photo de Sex and the City. On voit Carole Bouquet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Sylvie Gratton, donc c'est une femme de plus de 45 ans, comme l'est Sylvie Bouquet
Sylvie Bouquet. Ouais. Allez, c'est Oh. fini. C'est fini. Bah, en même La temps, sublime Carole Bouquet. Carole Bouquet dans Sex and the City. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Darren Star, quand il représente la parisienne, ou en tout cas la française, elle a plus de 45 ans. C'est une femme avec beaucoup de caractère. C'est une femme très classe, très chic, comme les Sylvie Gratton, comme l'était Carole Bouquet dans Sex and the City. Qu'est-ce que c'est que de représenter... Enfin, à votre avis, pourquoi Darren Star et finalement les Américains se représentent la parisienne ainsi? Il faudrait poser la question à Darren parce que j'ai pas vraiment la réponse. Ce que je peux... Il y a quelque chose qu'il aime dans la maturité des femmes en général, mais ce qu'il aime chez les Françaises, et il me l'a dit l'autre jour, enfin quelques mois, il me disait qu'est-ce qu'on peut dire sur les femmes françaises, qu'est-ce qu'on peut raconter avec les femmes françaises, c'est leur liberté. Évidemment, par rapport à des Américaines qui ont des espèces de, qui sont plus dans des corsets, dans des comportements particulièrement codés, on va dire. Les femmes françaises, pour les Américains, sont très très libres, mais pas simplement libres parce qu'elles fument ou qu'elles ont 15 amants. C'est pas ça. C'est leur liberté d'être et de dire ce qu'elles veulent, etc. Puis cette histoire de 15 amants, ils ont bien compris que c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire là, on est passé à autre chose. Sylvie, ça peut être vrai, mais j'en sais rien. Mais les Américaines sont pareilles. En fait, c'est pas le problématique, c'est pas vraiment le. Je crois, ce qui moi m'a surprise, c'est que ils prennent l'actrice qui est la plus âgée de la distribution et qui me mettent en maillot de bain, qui me mettent. Enfin, je me suis dit, mais en fait, t'as quand même 3 actrices super bien gaulées qui ont 30 ans. Parce qu'elles sont magnifiques, je veux dire. Et en fait, je sais pas, il y a un truc sur la liberté des femmes plus âgées qu'il a envie de raconter aussi. Et peut-être c'est aussi parce on fait partie de la même génération avec Darren. Donc, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse, vous voyez, parce qu'en fait, ça lui appartient, c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui. Mais moi, en tout cas, je trouve que, comme je vous disais, ça me fait toucher à la force. Et à la force des femmes en général et à ma force à moi. Et c'est quelqu'un qui aime bien empower women. Et ça marche. Eh ben oui. D'ailleurs, ça marche tellement que, partout sur Internet, on a mais sur les réseaux sociaux, des vidéos, des compiles de Sylvie Gratton où on a ses meilleures répliques, ses meilleures tenues, ses meilleures attitudes, ses meilleurs regards aussi, parce que faites un peu peur quand même dans la série. Enfin, moi, j'espère. Ouais, voilà. Pas sûre de vous vouloir comme patronne, justement, c'est intéressant de voir que cette femme de 50 ans, sublime, elle devient une idole, une icône, une queen, comme c'est régulièrement, et le hashtag queen. Voilà. Qu'est-ce que ça fait que d'être une queen, là, maintenant? Ouais, vous êtes une reine, ouais. Non, un jour, j'avais dit à un copain qui m'avait parlé de la reine d'Angleterre, j'avais dit, moi, fais attention, si tu mets une couronne sur la tête, je vais être odieuse, il faudrait jamais que j'en ai une. C'est ce que je pense aussi. Si un jour on me donnait du pouvoir, faudrait pas. Faut pas. Catastrophique. Non, je sais pas. Je trouve ça super. Je sais pas comment dire. Je suis super touchée en fait, mais je suis super touchée. Je sais pas très bien. Très sincèrement, hein, je sais pas pourquoi il se passe ça en fait. Pourquoi je provoque ça? J'en sais rien. Je crois que c'est vraiment. Et c'est pas de la fausse modestie. Je crois vraiment que les personnages, ce genre de personnages-là, donne la possibilité d'exprimer des choses qui effectivement nous rendent tous plus confiants, quoi. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Voilà, c'est qu'il me fait du bien à moi, mais il fait du bien aussi aux gens qui le regardent, parce que effectivement, c'est une écriture qui fait que on prend une confiance en soi qui est vraiment importante, et plutôt que d'être en train de se plaindre de ne pas avoir la position qu'on voudrait avoir dans la société, on la prend, cette position. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment une leçon de Darren. Hein. Pour moi, c'est merci, Darren, de m'avoir appris ça. Qu'est-ce que j'ai dit merci à Darren en permanence depuis? Non, mais là, oui, on lui transmettra, hein, clairement. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de... Je suis j'ai moins envie de dire, je sais qu'il y a on est tous en train de soulever les problématiques des femmes dans la société, des femmes dans le cinéma, des femmes. Oui, mais je pense qu'on soulève les problématiques, mais après, il faut passer à l'action plutôt que de continuer à une espèce de litanie où on est toujours en train de dire ce qui ne va pas. Il faut passer à l'action, et des rôles comme ça permettent de donner cette confiance-là.
Du coup, oui, elle est la preuve, il faut en Sylvie. écrire plus, en fait. J'ai envie de dire aux auteurs qui sont dans la salle, écrivez plus de rôles comme ça pour les femmes, parce que des rôles qui donnent confiance, parce que c'est ça, si on veut faire du bien au féminin dans notre société, ben, il faut que le féminin soit représenté dans toute sa force, et pas en victime. Donc, si, je pense qu'on peut applaudir Sylvie Gratteau, le féminin dans toute sa force. Vous l'avez dit, Emily in Paris, au début, bon, c'était Paramount, mais c'est devenu Netflix. C'est un succès mondial. C'est apparu en plein confinement aussi, ce qui, honnêtement, moi je le prends pour moi, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais c'était une soupape quand j'étais enfermée chez moi, d'un seul coup de pouvoir voir Paris, et en plus un Paris qui me faisait un peu rêver. Ouais. Voilà, c'était quand même, ça a été une vraie soupape. Est-ce que, comment maintenant vous avez vécu cet immense succès international là d'un seul coup en fait? C'était quand même assez stupéfiant. Pas que ça n'a rien à voir avec le mérite ou pas, c'est juste que c'est énorme en fait. Ouais, en fait, heureusement que j'ai mon âge. Je crois que vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé au moment de Troisième Couffin, où je me suis un petit peu, où j'ai pris une autre route, où j'étais contente de pouvoir un tout petit peu prendre mon temps et aller vers des vrais auteurs, etc. Parce que ça avait été aussi à l'époque assez important, pas de la même manière parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais il y avait quand même une presse importante. Et je suis contente d'être plus vieille pour supporter tout ça, parce que j'ai plus de tranquillité intérieure et je vois mieux, je vois arriver les choses de plus loin. Donc en fait, voilà, je le vis avec beaucoup de bonheur et avec un vrai calme à un endroit. Voilà, donc voilà. Merci. Bon, je me pose la question quand même. Elle est gentille, Émilie, de Emily in Paris? Émilie Émilie, elle est insupportable. Oh, putain, il faut tout lui apprendre. Oh mon Dieu, il y a Sylvie Gratteau qui est revenue. Vous êtes possédée en fait. Non, me parlez pas. Oui, me parlez pas d'Émilie. Non, Lily est super. Ouais. Non, Lily est super. C'est une vraie méga pro. Elle est incroyable. Comme ces acteurs américains qui sont pros à partir de 12 ans, quoi. Je veux dire, nous, on est vraiment des amateurs à côté. C'est une méga pro. Elle est productrice maintenant. Enfin bon, elle est assez impressionnante. Elle m'apprend des choses. Je la vois être en multitasking permanent. Et je la regardais faire. Je lui dis, mais comment tu compartimentes. Merci. Voilà. Je suis là pour ça. J'arrive même pas à le dire, tellement c'est un mot qui pour moi. Comment tu arrives à compartimentaliser à ce point? Elle me dit, moi j'ai appris ça à l'école. Je dis, ah ouais. Donc elle est là et elle est en train de gérer 15 000 trucs en même temps sur le plateau. Après elle arrive sur le plateau, elle joue, elle repart, elle a d'autres trucs, elle a un truc de prod, elle a un truc de photo, elle a un truc de machin. Je la regarde faire, je me dis, ouais, c'est vraiment ce truc de business que nous on sait pas faire du tout. Enfin, on est en train d'apprendre, hein, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et à côté de ça, c'est quelqu'un d'une grande gentillesse. D'une très, très grande gentillesse. Vraiment. On a envie qu'elle soit sympa. Pardon ? On a envie qu'elle soit sympa, Lily, quand même. Hein. Non, elle est sympa. Mais vous parliez justement du côté très américain. Quelle différence vous avez remarqué peut-être entre un tournage de Netflix, un tournage d'une série mondiale et peut-être un tournage français? Est-ce que vraiment, il y a vraiment des grandes différences? Là, en l'occurrence, sur Emily in Paris, quand on est arrivé à la saison 2, déjà, il y avait une énorme pression, puisque la saison 1 avait été un très gros succès. Quand on est arrivé en saison 2, on avait quand même la pression de, bon, on a été un gros succès, Donc, oui, on sent une pression, on sent qu'il y a des... on sent pas mal le facteur économique d'une série comme ça. C'est-à-dire que Netflix a mis beaucoup de billes là-dedans et qu'ils veulent que ça soit bien, que ça fasse autant. Saison 2. Donc ça, on travaille énormément. On le sait, c'est pas du tout l'heure de repas qu'on a, nous. Les Américains trouvent ça absolument exceptionnel, hein, et incroyable. Et voilà, et du coup, on travaille beaucoup. On se réveille à 4h30 du matin, on rentre à la maison, il est 8-9h du soir, et on repart le lendemain. Et mais c'est épuisant, mais exaltant. Vous travaillez dans une autre série, vous avez dans une autre série Netflix récemment. Oh, oui, mais quand même. Non, ça a été un honneur. Ça a été un honneur. On va le montrer, de vous voir dans The Crown. Voilà, une reine dans The Crown. Ah bah.
Madame la Présidente, we will now hear the final bid from the Fayed family. Monsieur Fayed, welcome. Have I addressed you correctly? Fayed. Al Fayed. I ask only because there seems to be a great deal of mystery surrounding you. One day I hear you are Saudi, the next Kuwaiti. The Al Fayed family comes from Egypt, the cradle of civilization. I heard that you and your brothers have no history of hotel ownership, nor property development, and that there is even a bounty on your head from your time in Haiti as a commission agent. Please, madame, do not listen to idle rumors and concentrate on our offer. $18.6 million. Significantly higher than any of our rivals. Yes, but their money is guaranteed. By contrast, we hear stories of you going from bank to bank in London and Switzerland. Forgive me, begging for money. And each of these banks refusing because they know of your reputation. Peter Morgan, l'auteur de The Crown, pour moi, c'est le Shakespeare moderne, en fait. Avant de faire The Crown, il a fait plein d'autres films absolument magnifiques. Et, non, c'est un auteur incroyable. Quand on m'a demandé de jouer cette scène, j'en revenais pas. J'étais vraiment bouleversée de pouvoir juste venir même. C'était 2 jours de tournage. Voilà, sur un plateau, il y avait un talent incroyable. Voilà, j'avais l'impression d'avoir été invitée à la cour, mais vraiment. Vous étiez déjà, vous regardiez déjà The Crown avant de. Ouais. Ah, donc c'est chouette. En plus, on rejoint la série qu'on aime bien. Ouais. Mais est-ce que quand on rentre dans le giron Netflix par Emily in Paris, par exemple, il y a aussi des portes qui s'ouvrent à l'intérieur de Netflix? Il y a des vases communicants, en fait. Pour l'instant, non. Il y a The Crown. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Là que vous avez eu ce succès, donc il y a eu 10%, il y a eu Emily in Paris, vous êtes dans The Crown. Est-ce que vous sentez que le regard peut-être de l'industrie a changé sur vous et même en France? Est-ce que vous sentez un impact de ces succès énormes récents? Forcément, quand on devient, quand on fait partie on devient quelqu'un qui est exposé, qui fait partie d'un projet qui a du succès, forcément le regard change. Maintenant, je ne sais pas quoi vraiment répondre à ça parce que j'en ai pas encore récolté totalement les fruits. Donc, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est maintenant pouvoir effectivement tourner dans quelque chose qui ressemble pas du tout à Sylvie, qui ressemble pas du tout à la grande bourgeoise hautaine. Tout ce pourquoi les gens ont pensé à moi là. Voilà, quand il se passera ça, et c'est pour ça qu'en ce moment je fais très attention de bien choisir, voilà, on va dire, parce que je pense que c'est important pour moi, pour ma santé mentale et pour m'amuser plus, d'aller vers quelque chose de très très différent, quoi. Si vous aviez le choix, vous l'avez, mais en tout cas, si vous pouviez réaliser ce que vous voulez, quel genre de rôle vous aimeriez faire? Non, ça, je pense jamais comme ça. D'accord. Non, je pense jamais comme ça parce que j'attends que... J'ai réalisé un truc, les acteurs, on se retrouve toujours à dire ouais, j'aimerais bien jouer ça, ça, ça. Et en fait, arrive un rôle, dans mon cas, en tout cas, je pense que je suis pas la seule. Arrive un rôle, on se dit pourquoi ça arrive maintenant, et on réalise que quand on met les pieds dedans, qu'en fait, il y avait une raison pour laquelle ce rôle est arrivé dans notre vie. Il y avait quelque chose qu'on devait imprendre intérieurement de ce rôle. Et c'est jamais ce qu'on pense. On a envie de choses, mais les choses dont on a besoin, c'est pas forcément les choses dont on a envie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour un acteur d'être aussi à l'écoute de ce qui arrive, plutôt que de dire j'aimerais jouer. Voilà, ça c'est comme ça que on va dire, je me laisse faire par quelque chose d'inconscient, plutôt que d'essayer de dire je veux jouer. Ça vous a réussi en tout cas. Et vous parliez tout à l'heure d'écriture, vous aimeriez bien écrire? Ouais, on va pas en parler. D'accord. On va pas en parler alors. Bon, juste un petit mot, peut-être qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir de Sylvie Gratton dans la prochaine saison?
Si. Non, mais non, mais alors là, vraiment, si je savais quelque chose, je pourrais vous dire, ils vont habiter sur la Lune, il se passe un truc génial. Ah, ça aurait changé quand même, Émilie in Paris. Émilie devient Shrek. Moi, je pas. Non, en fait, si vous voulez, le truc, c'est que Darren, non seulement il nous dit rien, mais quand il y a des fuites. Parce que parfois il y en a, parce que parfois il y a des gens, on a des espions quand même, on a tous nos petits réseaux d'espions, on essaye de savoir des choses un peu à l'avance. Vous avez des espions? Oui, on a un réseau d'espions pour savoir des choses. Parce que Darren ne dit rien. Il verrouille l'information jusqu'au dernier moment. Donc on est obligé. Moi j'ai mes petits informateurs, j'ai mes agents dormants. Et en fait, il est furieux en fait quand on apprend quelque chose. Mais furieux. Et il veut rien nous dire. Donc, alors, il y a des fuites. Alors, on sait que hier, j'avais justement Arnaud Binard, qui joue mon mari, qui était là avec moi hier soir, qui me dit, regarde, TF1 dit qu'il va se passer ça. Je dis, oui, TF1 dit ça. Comme ils ont dit en saison 2 qu'il allait se passer ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, moi, je soupçonne Darren de faire fuiter des trucs pour justement totalement nous tromper, quoi. Parce qu'il veut pas qu'on sache. Et il a raison, hein, cela dit. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour le public, c'est mieux pour tout le monde. En fait. Donc, Émilie in Paris, c'est le FBI, visiblement, ou la CIA, c'est ou la un truc CIA. comme ça. C'est la CIA, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Philippine. Mais je me tourne vers vous. Dans le public, j'imagine que vous avez plein de questions. Je ne vous vois pas beaucoup parce qu'on a... En fait, les gens, quand ils sont sur scène, ils voient que dalle. Donc, il y a un monsieur qui lève la main. Ah oui, voilà. Donc, il y a un micro qui va circuler. N'hésitez pas, passez la barrière de la timidité pour poser des questions. Il y a monsieur tout là-haut. Mademoiselle, là, tout là-haut, il y a un monsieur qui lève bien la main. Le micro arrive, monsieur. Bonjour. Déjà, merci d'être là. Je voulais juste intervenir sur la série dans laquelle vous avez joué avec Carole Bouquet. Rosemary's Baby, on n'a pas entendu parler de celle-là. Et j'ai trouvé ça justement assez amusant, le fait de faire la comparaison entre vous et Carole Bouquet dans Sex and the City auparavant, et vous après dans Emily in Paris, qui sont deux séries américaines, donc avec deux Françaises d'âge mûr. Et dans Rosemary's Baby, on vous voit toutes les deux entre les deux séries. Et j'ai trouvé ça amusant, et je trouve que vous êtes vraiment deux femmes qui représentent la France. Et voilà, je voulais juste faire un petit point sur la série que j'ai regardée récemment. Merci. D'abord, je vous remercie parce que pour moi, Carole Bouquet est renversante de beauté et je ne peux pas du tout me comparer à elle. Mais Rosemary's Baby, de dire que je faisais de la figuration, c'est peu dire en fait. Je la croise dans une fête et je lui dis 3 mots. Voilà. C'est un moment où je travaillais pas justement. C'était avant 10%, avant machin, où de temps en temps j'allais faire des petites choses voilà, pour essayer quand même de survivre. Donc je peux pas vous en dire vraiment plus. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est vrai que vous avez raison. Mais c'est en même temps, voilà, c'est vraiment de la pure coïncidence, parce que c'est tout, c'est pas microscopique, c'est microscopique ce que je fais dans Rosemary's Baby. De mon avis, je pense quand même que c'est un peu ça qui vous a tiré un peu vers d'autres séries très populaires, parce que il y a un public pour certains films, certaines séries. Par exemple, le public d'Emily in Paris n'est pas forcément celui de Colin Serrault, quoique ça peut être les deux, mais moi j'ai l'impression quand même que le destin a fait que, vous le disiez tout à l'heure, que c'est peut-être ce rôle microscopique comme vous dites, mais pour les personnes qui ont l'œil ou qui sont dans la profession, qui vous ont vu dans cette série franco-américaine, tournée à Paris, et une nouvelle version du film de Roman Polanski, si je ne dis pas de bêtises, et ça vous a quand même permis d'avoir des rôles qui pour moi sont importants aujourd'hui, qui sont dans 10%, dans lequel voilà, on vous connaît bien, et dans Emily in Paris aussi maintenant, et dans The Clone également. J'ai l'impression que ça a fait une visée internationale. C'est mon avis. Écoutez, peut-être. Merci en tout cas. En tout cas, il y a peut-être eu un passage de relais métaphorique. Métaphysique, carrément. Ah ouais, entre vous deux, à ce moment-là, pendant ces 3 mots, à cette soirée. Oui, alors, où on est? Monsieur, c'est ça? Si on m'entend? Oui. Déjà, merci pour votre présence aujourd'hui. Je me présente Geoffrey, membre de la chaire Média et Digital de l'ESSEC.
Et je voulais vous demander, vous incarnez l'image de la femme française à l'international ou en France. Et je voulais savoir comment est-ce que vous explorez la complexité ou la profondeur des personnages que vous représentez, alors que vous incarnez un symbole aussi fort. Est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou alors un atout pour sortir des sentiers battus ? Alors, je pense que quand l'image qu'on donne aux autres, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Donc, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Enfin, en tout cas, pas moi. Je travaille de mon ressenti personnel en tant qu'individu qui je suis. Je parle de là, en fait. Hein. Donc, en fait, incarner la femme française, j'y ai jamais pensé quand j'ai commencé. Je sais qu'on en parle beaucoup, ça. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Moi, j'ai jamais pensé à ça quand j'ai commencé à jouer Emily in Paris. Pour moi, j'incarnais une Sylvie Gratteau qui avait tel et tel et tel problème. Et qu'est-ce que ça me racontait à moi et qui j'étais moi pour pouvoir me mettre dans ses chaussures et être elle, quoi. Mais c'est tout. En fait, la femme française, ça, c'est une vision un peu méta que moi, j'ai pas du tout quand je suis en train de jouer, en fait. Voilà. Merci. Là, j'avais une main qui s'est levée là-bas. Une dame ici. Là. Où ça ? Ah, là, il y en a une aussi. Ah, oui. Merci pour le passage de relais. Merci. Bonjour Philippine, un grand merci d'être ici et j'aimerais avoir votre conseil mode de Sylvie du moment. Oh my God. Non, je dirais un truc, mais moi je suis pas du tout, je suis pas de la mode, hein, je suis actrice. mais non, mais c'est vrai, je comprends qu'on parle de ça. Mais j'ai toujours envie de dire un truc, c'est que pour se sentir bien, donc belle, il faut se sentir confortable et bien. C'est-à-dire, il faut vraiment sentir un bien-être quand on porte quelque chose. Le bien-être, c'est le bien-être du cœur. C'est-à-dire que ça nous, voilà, ça fait frétiller le cœur quand on porte quelque chose. Là, c'est là, c'est juste. Peu importe si c'est pantalon large, court, mort, on s'en fiche de ça en fait. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de, je crois pas. Hein, aujourd'hui, toutes les formes sont dans la nature. Hein, je veux dire, et puis surtout, suivre la mode, c'est comme courir après un truc qui n'arrête pas de changer. C'est pas la peine. En fait, il faut être soi-même. Il faut se trouver. Trouver son propre style en fait. Donc il faut que ça frétille de l'intérieur. Merci pour votre réponse. Et deuxième petite question, est-ce que vous avez des recommandations de séries ? Ah. Là là. Alors Emily in Paris. Emily in Paris. Non, il y a la dernière série française que j'ai adorée, c'était Irma Vep de Olivier Assayas, que j'ai vraiment adoré. Voilà. Je ne sais pas si certains l'ont pas vu, parce que je pense que tout le monde les voit. Tout le monde est totalement avide de séries dans cette salle. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Parce que c'est comme quand on me dit dans quel restaurant tu vas aller dîner, je ne sais plus. Je ne sais jamais, attends, quel restaurant. Pourtant, j'en connais plein. Non, je suis très mauvaise pour ça. Merci. Et voilà, il y a la demoiselle juste devant vous. Voilà. Fabuleux. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors moi, je voulais vous poser une question. Acteurs et associés de France Association ont lancé un projet il y a quelques années qui s'appelle le tunnel des 50 ans. Et du coup, en fait, ils essayent à fond de promouvoir justement, promouvoir les rôles pour, comme on dit, les femmes mûres, et aussi de montrer à quel point c'est compliqué. Ils ont lancé une recherche et en fait, une femme sur deux en France a plus de 50 ans. Et alors qu'au cinéma, actuellement, il y a 6% des rôles qui sont distribués en fait à des femmes de plus de 50 ans. Et du coup, merci beaucoup déjà d'en avoir parlé. Moi, je suis comédienne, j'ai 30 ans et ça commence déjà à m'inquiéter. Donc, non, là, vous exagérez quand même. Non, mais il y a un peu de temps. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je voulais vous demander, parce que vous êtes une figure maintenant, certes la parisienne, mais aussi d'une femme qui a 50 ans ou plus et qui est rayonnante, qui est puissante, etc. Et je voulais savoir
est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sorte de transmission entre les séries et le cinéma? Est-ce que vous pensez que ça va avoir, le succès de Emily in Paris va peut-être avoir des répercussions sur d'autres médias? Moi, je pense que le cinéma, par essence, a toujours exploré quelque chose qui avait à voir avec vraiment l'érotisme au sens le plus simple du terme. Donc, effectivement, la jeunesse, la chair fraîche, etc., c'est quelque chose qui a un érotisme fort. Hein. Je me souviens d'un spectacle de Mouchkine qui disait la déesse du cinéma, c'est Aphrodite. Et c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Les séries permettent, parce qu'elles racontent autre chose sur la longueur, parce que d'abord il y a beaucoup plus d'écriture, et en plus parce qu'elle raconte autre chose de la vie. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la vie qu'un objet cinématographique qui est souvent aussi très métaphorique, etc. Donc alors que la série reste quand même j'ai l'impression, beaucoup plus proche de la vie, et du coup, sauf Irma Vep, qui est quand même un objet métaphorique incroyable aussi. Mais du coup, il y a la place aussi pour des rôles effectivement de tous les âges. Je ne sais pas s'il va y avoir une contamination positive sur le cinéma de cette manière. J'en sais rien, je ne suis pas devin. Je pense que l'espace de la série... Moi, j'aime beaucoup la série parce que j'aime beaucoup le temps de narration pour les acteurs, pour les personnages. Je pense que pour les réalisateurs et pour les auteurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une chose jouissive qui est qu'on écrit une saison 1 et qu'on ne sait pas encore ce que le personnage va faire en saison 2. Et on peut se surprendre à inventer des choses qu'on avait totalement mises, enfin, auxquelles on n'avait pas du tout pensé en saison 1. Donc, en fait, c'est une très belle écriture. Et moi, je trouve qu'il y a la place pour plein de choses extraordinaires en série. D'ailleurs, c'est déjà le cas. En fait, il se passe plein de choses. Donc je ne sais pas si c'est pas deux objets différents en fait, et que faut pas, voilà, plutôt que de pleurer du fait que le cinéma n'est pas en train de faire ça, on peut se dire en fait les séries, il y a de la place pour ça et ça et ça, et allons-y quoi. Encore une fois, l'attitude positive me semble être la meilleure attitude en fait, d'action en fait, voilà. Oui. Je n'arrive pas à savoir, il y a quelqu'un qui lève la main ou qui a un micro, je n'arrive pas à savoir. Oui. Ah, là, il y a une demoiselle. Personnellement, j'ai eu deux petites questions. La première étant, qu'est-ce que ça fait de tourner sur Paris même pour une production américaine? C'est un peu moins commun. Il y a beaucoup de productions américaines qui viennent tourner à Paris maintenant. Il y en a toujours eu pas mal, hein, parce qu'ils adorent Paris, et pour plein d'autres raisons. Mais maintenant, il y en a quand même beaucoup. L'année dernière, quand on tournait Emily in Paris, il y avait, je sais pas, 4 séries ou 5 séries américaines qui étaient en train de tourner à Paris en même temps que nous. Donc, c'est pas si peu commun que ça, en fait. Hein. Ma deuxième question, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir toucher un public assez large avec Emily in Paris? Ça aurait pu être plus serré, plus jeune, entre guillemets. Moi, personnellement, je sais que je l'ai binge avec mon père et je trouve ça assez fun de voir un public assez large. Moi, ça me touche beaucoup. On ne s'attendait pas du tout à ça. Hein. Moi, on ne s'attendait pas à ce succès, mais moi, je ne m'attendais même pas à ça. C'est-à-dire, je pensais qu'effectivement, les gens qui aimeraient Sylvie, ça serait les gens de mon âge, point. Quand j'ai réalisé qu'il y avait plein de gens beaucoup plus jeunes que moi qui aimaient le rôle, j'étais très, très surprise. Ça me fait chaud au cœur, voilà. Mais voilà, c'est tout. Je trouve ça super joli. Enfin, je maîtrise pas tellement la raison pour laquelle ça arrive, donc je crois qu'il y a une jeune femme qui me lève la main depuis tout à l'heure, là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Déjà, c'est un honneur de vous revoir parce que j'étais sur le tournage dans l'extrait qu'on a vu et je vous ai vu jouer en vrai à Versailles. Donc déjà, ça me fait plaisir de vous revoir. Et aussi, je voulais vous demander un conseil, parce que je suis scénariste amateur et je n'ai qu'une personne comme contact dans le milieu de la série, c'est ma professeure Angela Soup. Et je développe un scénario avec elle, mais je n'ai pas plus de contact que ça. Et j'aimerais visibiliser un thème qui est pour moi important, qui est l'adoption, et qui pour moi est absent des séries françaises. Et je voudrais savoir si vous avez des conseils à me donner pour porter mon projet, pour en parler. Qu'est-ce que vous feriez à ma place pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, mais que vous avez
peu de contact dans le cinéma ou la série. Bah déjà, vous voyez, vous êtes en train d'en parler en public. Il y a sûrement des gens ici dans la salle qui peut-être ont entendu ce que vous venez de dire. Vous êtes au bon endroit, clairement, parce que là, il faut que vous vous baladiez dans le festival pendant une semaine et que vous alliez chercher des gens. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que il n'y a que comme ça. Hein. C'est un métier où on va chercher les choses comme ça. Chacun avec son inspiration, en fait, et chacun avec les outils qui se donnent. Et là, vous êtes au bon endroit. Donc pendant une semaine, je vous conseille d'aller emmerder tout le monde avec votre histoire. C'est pour ça que j'ai demandé le micro depuis tout à l'heure. Ben voilà, bravo, bravo. Il y a votre voisin qui va se donner une petite fichenette en disant bah, tu vois, je te l'avais dit, il faut en parler. Voilà. Il y a le forum d'ailleurs de Sérimania qui débutera dans quelques jours. Ce sera le moment d'aller en parler, je crois. Oui. Il y a un monsieur. Ah, là, il y avait une dame. Je vois pas une dame. Oui. Bonjour. Sorry, I don't speak much French. It's okay. Okay. I'm Daniel Yan from Taiwan. I'm the young director and producer, and I really wonder how you working with young director before, and how did you do homework before you get into on sets? How you close to the character? In the end, I really want to thank you for creating many wonderful characters. I really like Sylvie and Emily in Paris. It's so wonderful. Thank you. Thank you. Alors, elle a dit que c'est une jeune réalisatrice de Taïwan. Elle a demandé si je travaillais avec des jeunes réalisateurs, comment je travaillais mes rôles, et elle me remercie pour Sylvie. C'est bien, mais j'ai plus besoin de rien faire. Ouais, relax. Ouais. Merci. Hein. I was translating your question. Yes, of course, I work with young directors. Obviously, I have, and I will. Hopefully, I will again. I want to. And as for the homework, it's really something super personal. There's so many different things, and it depends on the character. It's really. It's kind of secretive. I don't talk about it. And thank you for what you said about Sylvie. Voilà. Je vais vous traduire. Voilà. Donc, Philippine disait qu'elle adore travailler avec des jeunes réalisateurs et qu'elle espère pouvoir continuer à le faire. Et qu'au sujet de la préparation de ses rôles, c'est une recette un peu secrète et qu'elle préfère ne pas trop en parler. Et qu'elle remerciait beaucoup la jeune femme pour sa question. Est-ce que c'était ça? Ouais, c'est bon. Alors, oui. Bonjour, je suis très contente de vous rencontrer. Alors, on est là avec pas mal de mes amis et j'avais envie de vous remercier justement pour cette vision de l'empowerment dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça nous fait beaucoup de bien. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était un moment de la série. Vous êtes au restaurant avec votre amant photographe et la serveuse vous dit qu'est-ce que va prendre votre fils? Et je crois que vous dites un truc du genre il va me prendre moi et il va me prendre moi. Voilà, et je voulais vous remercier pour ça parce que c'est une scène incroyable. Et qu'est-ce que ça vous a fait de jouer ça et est-ce que vous avez eu conscience de l'impact que ça pourrait avoir justement sur la représentation des femmes et de leur séduction en fait? En fait, non, je n'avais pas du tout conscience de ce que vous dites, mais c'était très marrant parce que le jour où on a tourné cette scène, Darren vient sur le plateau très souvent, mais parfois il n'est pas là, etc. Et puis là, il était derrière l'écran en train de regarder la série. Il m'a dit « Je suis venu pour voir exactement comment tu allais jouer ça. » Et moi, j'étais là genre « La vache !» Parce que c'était une réplique qu'il adorait, en fait, hein, forcément. Donc, c'était une pression sans fin, en fait, parce que j'avais Darren qui était derrière le combat en train de faire comment elle le joue, 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 comment elle... Il faisait yes, comment elle le joue, comment elle le joue. Le track, en fait, voilà. Merci à vous. On n'y a vu que du feu, hein. C'était hyper sexy. Ouais, c'était marrant. Putain. Bonjour. Alors, hop, juste ici. Ah, là-bas, d'accord. Alors, bonjour et merci d'être présente. Alors, c'est pas une question, moi, c'est plutôt une petite demande. En fait, voilà, moi, c'est une autre forme d'art. Je fais du dessin et je vous ai dessiné et c'était pour savoir si vous accepteriez de signer ce dessin. Bah, évidemment. Merci. Je crois que je vous ai vu sur Instagram. Oui. Yes. C'est ça. Donc, est-ce que je le donne ou je peux directement... D'accord. Non, mais... Je vous le donne. Merci. Waouh. Donnez-le-moi. Je vais le signer.
Merci. Hein. C'est trop bien parce que ça va valoir de l'or parce que c'est signé et en plus c'est filmé en train d'être signé. C'est fou. C'est fou ce qui arrive. Je pourrais avoir une photocopie ou un truc comme ça? Non, du dessin. Non, j'ai pas l'impression. Merci beaucoup. C'est super gentil. C'est super gentil. Merci. Alors là, il y a des questions devant. Alors, où sont... Qui a embarqué le micro? C'est moi D'accord, qui l'ai. très bien. Déjà, je suis trop contente de vous voir. Je vous ai aperçu hier et votre personnage de Sylvie Gratton, les éloges continuent, ma foi, mais il est vraiment incroyable. Pour moi, vous êtes une sorte... J'ai plus ou moins grandi avec Sex and the City, et vous êtes une sorte de Samantha Jones, mais à la française. Et vous brillez, et en fait, ce que j'ai aimé dans la dernière saison, c'est qu'on vous voit beaucoup plus humaine. Enfin, moi, cette scène où vous êtes dans votre lit sur le site de l'URSSAF, elle est incroyable pour moi, parce que je suis auto-entrepreneur. Franchement, je suis d'accord. Et je l'ai trouvée très sincèrement géniale. Et ma question, elle est très simple, c'est qu'est-ce que vous penseriez d'un spin-off avec Sylvie Gratton en star? J'adorerais. Sylvie à New York. Franchement, parlez-en. Non, mais je sais, on parle beaucoup. Alors puis maintenant, c'est en train de rentrer dans la tête. Je me dis, ouais, en fait, bon, je vais peut-être en parler à Darren quand même. Hein. Non, mais vraiment, je pense pas. Mais évidemment que ça serait marrant. Évidemment, c'est un personnage qu'on pourrait décliner de plein de manières. Donc c'est vrai que ça serait super drôle. Bon, si jamais ça se fait, je me rappellerai de ce que je viens de dire ici. Hein. Sincèrement, parce qu'autour de moi, justement, on est tous un peu agacés par Émilie, on l'a assez vue, et je suis désolée. Elle est... Vous savez, Émilie, elle représente tout ce qui est plus agaçant dans l'Amérique. Et elle le sait, Lily, hein, quand elle le joue. Hein. C'est pas comme si elle le savait pas, elle le sait. Hein. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est en train de jouer le truc très ingrat de l'Amérique. Et c'est pour ça que moi, je l'admire, parce qu'il faut porter un truc comme ça. Hein. Avec ce qu'elle se prend sur la figure parfois. Et alors qu'en fait, moi j'ai le beau rôle hein, dans l'histoire. Moi je suis Astérix, hein, je suis celle qui défend le village gaulois contre l'Empire américain. Et elle arrive avec cette espèce de chose où elle doit jouer quelque chose de très ingrat. Donc voilà, moi, je lui tire mon chapeau en tant que personne, parce qu'il faut le porter, ça, quand même, pendant 3 saisons, se prendre ce qu'elle s'est pris dans la figure avec « elle nous agace, insupportable ». Ouais, mais Darren, il sait ce qu'il fait. Ouais, j'en suis certaine, et comme vous l'avez très bien dit, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus profond. Et je vais finir sur ça. C'est vrai que j'ai à peine 30 ans, mais le fait de voir une femme... d'âge mûr, ce terme est un peu barbare, ma foi, mais voilà, faut l'utiliser. D'un âge assez joli. Je pense que aussi la société a fait que j'ai peur de vieillir, comme je pense beaucoup de filles, de femmes de mon âge. Faut pas. Et il faut justement avoir des personnages comme vous, comme Samantha Jones, et comme plein d'autres personnages que j'ai certainement oubliés. C'est ultra nécessaire, et moi, ça me donne de la force de vous voir dans Emily in Paris. Et merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on peut lancer le hashtag Sylvie the Movie? Avec un peu de chance, ça peut prendre et arriver jusqu'à Darren. Enfin voilà, je vous lance tous. Là, vous avez tous des réseaux sociaux. Hashtag Sylvie the Movie. Voilà, avec un peu de chance, ça va se faire. The Movie. The Movie. Ah oui, Sylvie the Movie. Avec le Z. Oui, avec un Z. Parce qu'on est. Faut voilà. bien qu'on dise qu'on est Astérix. Voilà ça. Histoire que voilà, jusqu'au bout. French malgré tout. Est-ce qu'il y aurait encore une... Bonjour Philippine. C'est où? Bonjour. Juste ici. Ah, Bonjour. merci, pardon. Avant tout, je rejoins la demoiselle, elle a un peu grillé ma question. Ah, merde. Tout à l'heure, vous Flûte. disiez que vous vous rendiez pas compte que vous étiez une queen, mais on est un groupe d'amis, on est plusieurs, et je vous assure qu'on a le hashtag Queen Sylvie Gratton. Donc, on est plus pour un spin-off qu'un film, parce que ça serait plus agréable
de voir l'évolution de Sylvie sur plusieurs épisodes. Jusqu'à ce qu'elle ait 95 ans, en fait. Voilà, tout à Parce fait. que c'est ça qui Jusqu'à ce nous qu'elle ferait se fasse plaisir. Quoi. Cryogéniser. Avec le déambulateur ça serait et tout. génial. J'adorerais. les talons de douce, quand même. Sylvie Népad, pourquoi pas? Déambulateur avec les talons, c'est ça qui est bien. Ce serait génial. Sylvie Inépad. Je pense que... Ça fait beaucoup de hashtags je pense quand que même. je vais en parler à Hashtag. Darren, ça va être très rapidement. I've got a wonderful idea. Mais ça serait pour la saison 22. Il y aurait plein d'autres saisons avant. Et je voulais savoir si vous, en tant que Philippine, vous aviez envie parfois de voler des vêtements, des outfits de Ouais, Sylvie. ouais. Parce que la veste que vous portiez hier soir, par exemple, c'est totalement... Totalement Sylvie, mais je suis inspirée par elle. Sylvie, Ça aussi, c'est un peu Sylvie. Ah bah oui. Oui, je suis inspirée par elle. Non, ça m'arrive de piquer des trucs, puis après, j'arrive pas à les mettre, en fait. Quand je les ai vraiment portés en tournage, j'arrive pas à les mettre dans la vie. Voilà. C'est cette chose magique du costume qui fait qu'on peut pas le porter sans qu'il ait... C'est des vêtements ensorcelés, donc ils infusent quelque chose. Il faut pas les porter en dehors. Merci. Et puis, j'envoie un DM sur l'Instagram de Darren pour le spin-off. Ouais. Okay, Il n'est pas d'un. Hashtag Sylvie The Série, finalement. Donc, ça sera la dernière question, malheureusement. Donc, la personne choisie, on compte sur vous. Sans pression, on compte sur vous. Qui se lance? Ah, bonjour. Ici, c'est vous. D'accord. Bonjour, déjà ravi de vous rencontrer parce que je vous ai jamais vu et je suis un peu fan alors que je viens d'avoir 18 ans. Et en fait, justement, ma première question, elle tourne autour de ça. Comment est-ce que vous vivez le fait que, par exemple, dans la salle, il y a des personnes de tout âge? Je suis vachement touchée, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pensais au départ que ce personnage n'intéressait que les vieilles. Et en fait, non. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà. Ça me touche beaucoup. Parfois, j'ai l'impression que... je sais pas. C'est trop. Je sais pas. C'est quelque chose de... Mais ça me touche. Voilà. On va être simple. Et du coup, juste pour terminer, est-ce que, d'un point de vue personnel, en tant qu'actrice, vous préférez jouer dans des films ou dans des séries? Parce que c'est quand même quelque chose de radicalement différent. Ouais, l'écriture est très différente. J'avoue que je suis en train de prendre beaucoup goût à cette narration longue des séries. Mais bon, un bon film, c'est magnifique aussi. Je veux dire, c'est complètement une autre énergie en plus. L'histoire est bouclée d'une autre manière, en peu de temps, donc les personnages sont plus compacts. Il y a quelque chose de différent. Non, je dirais que j'aime les deux. Hein. Mais c'est vrai que vraiment la narration longue, là, c'est quelque chose que je découvre parce que depuis 10%, parce que je découvre 10%, j'avais un tout petit rôle, mais je découvre le plaisir de cette narration longue et de la surprise. Je trouve que il y a quelque chose de fou là-dedans. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci d'être venu à Lille. Non, mais merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Merci beaucoup, Philippine. Merci à vous. Merci à vos questions. Merci beaucoup, Philippine. Merci.